Bonjour et bienvenue dans ce redéballage du pack le musée le musée Miskatonic. Alors c'est la première vidéo que je fais sur un pack autre qu'une boîte. Alors bon, je sais pas encore exactement ce que ça donnera. J'espère rester quand même dans les 45 minutes. 45 minutes pour 13 cartes quand même, ça devrait être faisable. Alors voilà, on commence tout de suite par la première carte, soins d'urgence. C'est un événement, en classe gardien bien sûr, événement qui coûte 2, perspicacité, science. Alors perspicacité, toujours pareil, c'est rejouable avec mémoire eidétique et Joe Diamond doit y avoir accès. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soignez 2 dégâts de cet investigateur ou d'un soutien allié qu'il contrôle. Bon, du soin de dégâts, 2 ressources, une action, on soigne 2 dégâts à un investigateur ou un de ses soutiens alliés. Bon, ça peut permettre d'utiliser 2 fois de plus un flic en patrouille de niveau 2. Ça peut permettre de soigner un petit peu Mark Harrigan pour qu'il réutilise sa capacité spéciale 2 fois de plus. Voilà. En gardien, c'est pas quelque chose que j'utiliserai très fréquemment. La carte n'est pas mauvaise, mais je pense que ça fait partie de toutes ces cartes. Je considère la carte, je me rends compte que j'ai 45 cartes dans mon deck, j'en supprime et soin d'urgence n'est pas prioritaire. Sauf si vraiment j'ai un deck très particulier. Par exemple, un deck Mark Harrigan, je sais qu'il peut encaisser... Enfin, il a 9 points de vie de mémoire, mais dès qu'il s'est pris son 5e dégât, il a -1 dans chaque caractéristique. Et il peut plus blesser pour se donner plus 2 dans une compétence, du coup je vais voir le soigner. Alors soit Mark Harrigan il est en duo avec Daisy pour qu'elle le soigne avec les ouvrages médicaux, soit je lui mets quelques cartes de soins. Frère Xavier, c'est un soutien qui coûte 5, allié. Vous gagnez plus en volonté, Frère Xavier peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Quand Frère Xavier est vaincu, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Il a 3 points de vie et 3 points de santé mentale. Alors, il coûte 1 point d'expérience. Il est très cher. 5 ressources dans une classe où en début de campagne on a un peu des difficultés à générer des ressources, c'est énorme. Comme allié, il occupe le slot d'allié, du coup il va être l'emplacement, Il occupe l'emplacement d'allié, donc il va être en concurrence avec notamment les flics en patrouille. Le plus 1 de volonté, la plupart des gardiens je trouve ont une volonté convient. Du coup, je sais pas, moi il m'enthousiasme pas trop. Peut-être avec Caroline Fern. Voilà, Caroline Fern, elle a 3 de volonté, mais elle va pouvoir inclure des cartes mystiques de niveau 0 à 1. C'est-à-dire que Caroline Fern, vous pouvez très bien lui mettre, en plus de toutes ces cartes pour soigner les horreurs, lui mettre des cartes mystiques. Alors, pas de niveau... niveau maximum 1, c'est pas grand-chose, mais vous pouvez quand même vouloir lui mettre un rituel de recherche pour en faire une enquêtrice secondaire, ou un flétrissement pour en faire la combattante secondaire, et donc à partir du moment où vous lui donnez des sorts, un petit boost de volonté pourrait être utile. En plus de ça, 2 combats, 2 d'agilité, elle sera pas forcément très bonne en combat, elle a que 2 en combat, 2 en agilité, donc elle pourra pas se battre avec ses caractéristiques de base. Peut-être elle aura du mal à s'évader ou à vaincre les ennemis, du coup il faudra qu'elle encaisse les dégâts. Bon. Mais je trouve ça quand même cher. J'ai un plan, un événement, classe chercheur, ça coûte 3. Perspicacité et tactique. Combattre, cette attaque utilise l'intelligence. Lors de cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Bon. Si vous essayez de faire un chercheur solo, ça sera une bonne solution de combat pour infliger jusqu'à 4 dégâts en une seule fois. Combattre avec l'intelligence, les chercheurs de base vont avoir en général 4 d'intelligence, voire 5. Milan Christopher, il donne un bonus de plus en intelligence, pas que pour les enquêtes. Donc votre chercheur, il passe à 5, voire 6. Vous avez a priori dans votre deck des cartes qui ont des icônes d'intelligence ou des compétences qui donnent des icônes d'intelligence, et vous avez... moi en tout cas je joue très régulièrement avec études supérieures, donc de quoi bien booster l'intelligence. Du coup voilà, ça fait une action combattre avec une intelligence probablement... Si vous utilisez ça, c'est que vous voulez faire beaucoup de dégâts d'un coup, donc vous voulez
pas vous rater, vous êtes prêt à mettre le paquet. Donc vous allez attaquer, je sais pas, avec 6, voire 7, ou même encore plus. Moi j'ai déjà fait des parties, mon chercheur gagnait plein de ressources grâce à Mylène Christopher, et quand j'avais vraiment besoin de réussir un test d'intelligence ou de volonté, j'avais les moyens grâce à études supérieures de me donner plus 4. Donc voilà, normalement une attaque, sauf si vous tombez sur le jeton échec automatique bien sûr, une attaque qui peut faire jusqu'à 4 dégâts en un coup. Mais moi, je ne l'ai jusqu'à présent jamais utilisé, tout simplement parce que la plupart du temps, quand je joue un chercheur, c'est en duo avec un combattant, et dans ce cas-là, le chercheur ne fait que des enquêtes, et je ne lui prévois absolument rien pour infliger des dégâts. Bon, ce qui est un petit peu risqué, mais je me dis, le chercheur, je lui donne tout ce que je lui donne, c'est pour qu'il enquête encore mieux. Le combattant, tout ce que je lui donne, c'est pour qu'il combatte encore mieux. Chacun son rôle. Donc j'ai un plan, je ne l'ai jamais intégré. Alors par contre, je sais pas si vous essayez Joe Diamond en solo, vu que Joe Diamond a 4 de force, 4 d'intelligence. Voilà. Alors ça par contre, ça serait une carte perspicacité que je ne mettrais pas dans son deck intuition, parce que c'est trop situationnel, je voudrais pas le gâcher contre n'importe quel ennemi. Bref, sur le papier, une bonne carte, mais moi j'ai encore jamais fait de deck qui l'a intégré, parce que ça correspondait pas à ce que je cherchais comme solution pour le deck. Éclaireur, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, je crois que je mets cette carte-là dans tous les decks qui peuvent l'inclure. Alors, bon, je vais quand même dire de quoi il s'agit. Donc, un soutien qui coûte 3 ressources, qui est de niveau 1, talent. Action rapide, lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis inclinés éclaireurs, déplacez-vous vers un lieu connexe. Donc, on s'évite une action de déplacement. Comme il est marqué dans la FAQ, comme ce n'est pas une action, ça ne va pas affecter certaines cartes qui réagissent aux actions, voilà. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, blablabla, bah là, c'est pas une action. Ça va... Alors, il faut ne pas être engagé avec un ennemi, certes, mais ça, on va demander par exemple au combattant de récupérer l'ennemi, ou dans un deck plutôt orienté combat, par exemple dans un deck Roland Banks, ben ça va vous permettre d'aller dans le lieu de l'ennemi sans avoir à dépenser une action, du coup vous avez une action de plus pour le combattre. Éventuellement, si vous jouez étude de terrain, ben vous entrez dans... Enfin, ça commence à faire un peu compliqué, il faut vraiment le vouloir, mais si vous entrez dans un lieu... je reprends. Éventuellement, des fois vous vous dites j'aimerais bien sortir de ce lieu et y rentrer de nouveau. Ben, en temps normal, ça vous prend 2 actions, là ça vous prend qu'une action. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à achever un ennemi tout de suite, une action pour lui échapper, il est incliné, vous n'êtes plus engagé avec un ennemi, hop, vous vous déplacez vers un lieu connexe et vous dites au tour prochain, j'utilise éclaireur pour rentrer dans le lieu et ensuite j'utilise mes 3 actions de combat, enfin bref. Je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. Contrebande, donc classe truand, un événement qui coûte 4, ravitaillement illicite. Alors comme c'est ravitaillement, si vous avez s'en tenir au plan, bah, vous pouvez mettre cette carte-là sous s'en tenir au plan. C'est illicite, vous pouvez aller le chercher avec la carte produit de contrebande de Fine. Vous pouvez rendre cette carte rapide avec receleur. Et ça dit, donc ça coûte 4, je ne sais plus si je l'ai dit, choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. Alors 4, c'est cher, bon les truands ont souvent du fric, mais quand même, faut vouloir dépenser 4. Doublez les munitions, le 45 automatique de mémoire il coûte 4, et il a, voilà le 45 automatique il coûte 4, il a 4 munitions. Le Colt 32 il coûte 3, il a 6 munitions. Donc 4, pour ajouter des munitions, il faut vraiment avoir une arme qui soit exceptionnelle. Bon, si on regarde un petit peu toutes les cartes qui utilisent des munitions, pour le 45 automatique, c'est trop cher. Ça coûte le même prix qu'un autre exemplaire du 45 automatique. Pour le bar M1918, c'est autre chose, parce que vous rajoutez 8 munitions. Et comme c'est une arme qui coûte 4 points d'expérience, ben, il est possible que vous n'en ayez qu'une dans votre deck, ou en tout cas dans un premier temps qu'une seule. Pour le Colt 32... ouais, je sais pas, il y en a 6, vous les utilisez une par une. Je sais pas, moi quand je joue en solo ou en duo, mon arme principale c'est la machette. Utiliser autant de munitions, c'est peut-être un truc pour
groupe de 3 ou 4 investigateurs, mais je trouve pas que la munition du Colt soit assez bien pour qu'on utilise une contrebande dessus. Fusil à éclair, bon là, on rajoute que 3 munitions, mais c'est des munitions qui font combattre avec force de 5, enfin plus 5 en force et plus de dégâts. Le fusil de chasse, on rajoute que 2 tirs. Le lance-flamme, ouais. Bon, moi contrebande, je l'ai jamais utilisé, je trouve que c'est quand même cher, faut voir. Faut voir si on a un deck vraiment orienté arme à feu. Je suis pas convaincu. Alors, dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, il y a la carte de niveau 2, elle coûte moins une ressource. Elle a 2 icônes d'intelligence, ça peut être intéressant. Choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, choisissez une option. Placez 2 pions munitions ou provisions sur ce soutien et piochez une carte. Doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. Alors la deuxième option, c'est la même que pour le niveau 0. Du coup, il faut voir la première option. À première vue comme ça, enfin ça me semble assez évident. La première option n'est intéressante que si l'écart de munitions ou de provisions gagnées entre les deux options est faible parce que vous remplacez quelques munitions par la pioche d'une carte. Évidemment, si sur le soutien il y a 2 munitions ou 2 provisions, vous choisissez la première option. Première option, c'est vous rajoutez 2 pions et vous piochez une carte. Deuxième option, c'est vous rajoutez 2 pions. Si de base il y a 3 pions, vous dites, est-ce que je sacrifie un pion pour piocher une carte à la place? Si c'est le cas du bar M1918, évidemment vous choisissez la deuxième option pour ajouter 8 pions. Parce que les 6 pions de moins, ça vaut pas une carte. Donc là, ça coûte 1 de moins. C'est un peu polyvalent. Je suis toujours pas trop convaincu. D'autant plus que les pions munitions, on va vouloir plutôt les mettre sur des armes de haut niveau ou des armes sur des armes quand même sur des armes assez spéciales qui sortent de l'ordinaire. En général, elles sont de haut niveau. Donc là, c'est-à-dire qu'il faudra avoir dans le même lieu un investigateur avec son arme de niveau 4 et un investigateur qui peut jouer contrebande de niveau 2. Bon, donc c'est mieux que le niveau 0, mais je suis pas convaincu de trouver des situations réelles dans lesquelles jouer cette carte. Adaptable. C'est un soutien, talent, permanent. Ça coûte 1 point d'expérience. Entre chaque scénario d'une campagne, vous avez le droit d'échanger jusqu'à 2 cartes de niveau 0 de votre deck contre un nombre égal de cartes de niveau 0. Vous devez toujours satisfaire toutes les règles de construction de deck de votre investigateur. Alors clairement, l'effet est bien. Vous vous rendez compte, après un scénario, qu'une carte de niveau 0 vous convient pas et que vous voudriez une autre carte à la place, vous échangez. Vous pouvez faire ça pour 2 cartes à la fin de chaque campagne. Ça coûte 1 d'XP, c'est pas cher. Donc c'est une carte, moi je la considère comme bien, mais je pense pas être le joueur... je pense pas être le genre de joueur à qui ça convient. Parce que quand je fais une campagne pour la première fois, je sais pas ce qui m'attendra dans un scénario. Du coup, je peux pas me dire, faut que je retire la carte A et que je mette à la place la carte B en prévision du prochain scénario. Je le connais pas encore, le prochain scénario. Si j'ai déjà joué la campagne et je sais qu'il y a quelque chose de très important, je sais pas, je dis n'importe quoi, imaginons... c'est pas un divulgachage, mais c'est assez fréquemment dit. Il me semble que dans la civilisation oubliée, c'est important parfois de ne pas combattre, mais d'échapper aux ennemis. Donc éventuellement, je fais le premier scénario, je me rends compte que j'ai pas assez de cartes qui m'aident à m'échapper. Du coup, entre le premier et le deuxième scénario, je vire 2 cartes de combat, je les remplace par 2 cartes d'évasion. Ok, sauf que moi, ma logique, c'est plutôt dès le début de la campagne, j'essaie d'avoir le bon deck. Je fais ma liste de niveau 0 en essayant de parer à toutes les éventualités. Une fois que j'ai fait ma liste de niveau 0, je prépare ma liste à... dernièrement, j'ai fait des listes à 30 points d'expérience pour solo ou duo, enfin 30-35 on va dire. Et pareil, dans ma liste avec une trentaine de points d'expérience utilisés, j'essaie de rester polyvalent avec de meilleures solutions. Et en cours de campagne, je dépense mon expérience de sorte à tendre vers mon deck prévu. Mais en fonction du déroulement de la campagne, je vais d'abord acheter la carte qui me permet de m'évader plus facilement, ou d'abord acheter la carte qui me permet de soigner des horreurs,
ou d'abord acheter le charisme parce que je me suis rendu compte que... Enfin, parce que lors du scénario 1, j'ai gagné un soutien d'histoire qui est un allié, etc., etc. Du coup, adaptable, c'est très bien. Si c'est votre style de joueur, enfin, si c'est votre style de jeu, si vous êtes ce genre de joueur, oui, vous pouvez considérer que c'est une carte qui doit être incluse dans tous vos decks qui peuvent l'inclure. Vous faites une campagne, vous savez que dans le premier scénario, vous allez avoir besoin de la carte J'ai un plan, mettons. Je sais pas si vous jouez fine. Voilà, premier dans votre deck de départ de campagne, vous mettez J'ai un plan. Fin du premier scénario, vous ajoutez adaptable, vous remplacez J'ai un plan par les chaussures de sport parce que vous pensez que vous en aurez besoin au deuxième scénario. Vous faites le deuxième scénario, vous savez qu'au troisième scénario, ce dont vous avez besoin, c'est, je sais pas moi, c'est persévérance, et à chaque scénario, vous faites le changement pour avoir le deck idéal, enfin pour avoir la bonne carte au bon moment. Comme dans certains jeux, il y a, je crois que ça s'appelle une réserve, vous avez votre deck principal, vous avez votre réserve d'une dizaine de cartes, et avant chaque partie, vous dites, j'échange entre ma réserve et mon deck principal. Donc une bonne carte, mais moi que j'utilise pas parce que soit je découvre le scénario et ça me sert à rien, soit je connais un peu la campagne et j'essaie dès le départ d'avoir un deck polyvalent. Alors, carte mystique, creuser trop profondément. Un événement, perspicacité, bon par contre celui-là, je pense pas que c'est fréquent de se retrouver dans une situation de le rejouer avec mémoire eidétique. Ça coûte une ressource. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck de rencontre. Ensuite, ajoutez creuser trop profondément à la pile de victoire. Victoire 1. Alors, il n'y a pas d'icône, donc vous ne pouvez pas utiliser cette carte-là pour autre chose. Le seul effet de cette carte, c'est que chaque joueur pioche une carte du deck de rencontre, comme si c'était le début d'une phase mythe, et quoi qu'il arrive, chaque investigateur gagnera un point d'expérience. Faut être sûr de soi. Moi, c'est une carte dans mes decks mystiques ou les decks qui peuvent inclure des cartes mystiques. J'aime bien en mettre 2 exemplaires dans le deck de départ. Premier scénario, idéalement, je joue les 2. Donc j'ai 2 points d'expérience de plus pour ce scénario-là. Ensuite, je vais en remplacer une. Selon comment s'est déroulé le premier scénario, est-ce que j'ai eu une conclusion positive ou pas? Est-ce que j'ai pris des traumatismes ou pas? Est-ce que le deck a super bien marché ou est-ce qu'il a rencontré des problèmes? Soit je les remplace immédiatement, soit j'en remplace qu'une des deux, soit je garde les deux. Alors en mode de difficulté élevée, je pense qu'on oublie, à moins qu'on ait vraiment envie de jouer casse-cou. Mais si on pense avoir des decks qui tiennent le coup, c'est un bon bonus d'expérience sur la campagne. Alors, il me semble avoir lu plusieurs fois que ce que certains aiment faire, c'est juste à la fin du scénario. Les joueurs un par un abandonnent, si c'est un scénario avec la nécessité d'abandonner pour mettre fin au scénario, tous les joueurs sauf un abandonnent et celui qui reste joue c'est creuser trop profondément. Il est le seul à piocher des cartes du dessus du deck de rencontre. Quoi qu'il arrive, les 2 cartes vont dans la pile de victoire. Et du coup, si vous jouez à 4 joueurs, au lieu de piocher 4 cartes du deck de rencontre pour le premier exemplaire, puis 4 cartes du deck de rencontre pour le deuxième exemplaire, vous piochez une carte, puis une carte. Donc je sais pas, idéalement, le but du jeu, c'est de traverser la carte, entre guillemets, ou de revenir au point de départ de la carte après avoir fait avancer l'acte. Vous êtes dans le lieu d'abandon, le joueur 1 abandonne, le joueur 2 abandonne, le joueur 3 abandonne, le joueur 4 joue creuser trop profondément, il pioche une carte, il joue, il voit ce qu'est la carte, il fait ce qu'il y a à faire, il joue son deuxième creuser trop profondément, il pioche une deuxième carte, et ensuite il choisit abandonner, et si tout se passe bien, il n'a pas été vaincu, donc il a abandonné, voilà, le scénario est fini, mais chaque investigateur aura 2 points de victoire de plus. Je reviens encore une fois, cette fameuse carte barricade, si vous jouez Daisy, que vous avez la barricade de niveau 3, je crois, vous êtes barricadé dans votre lieu, vous jouez creuser trop profondément, si vous piochez un monstre, le monstre ne peut pas être généré dans votre lieu, il est généré dans un lieu connexe, si c'est pas un élite bien sûr, et il ne pourra pas rentrer dans votre lieu. Voilà. Donc une carte sympathique, mais faut que ça corresponde à un certain état d'esprit du joueur. C'est comme au bol pour Caron, ou au bol à Caron, je sais jamais. Ça vous donne des bonus de points d'expérience, mais si vous devriez être simplement vécu, à la place, vous êtes tué.
Donc moi, dans mon prochain deck que je vais jouer, sûrement pas ce soir parce qu'il se fait un peu tard, demain plutôt, dans mon deck Wendy, je compte mettre dès que possible low ball à Caron, low ball pour Caron. Ça m'agace de jamais me souvenir de certains noms, bref. Et voilà, chaque scénario, je gagne des points d'expérience en plus, et si la conclusion d'un scénario c'est vous êtes vaincu, low ball me dit que je suis tué à la place, et je dis bon ben voilà, ma campagne s'est terminée, au moins j'ai pris plaisir à jouer avec le feu. Puis on verra, hein. Peut-être que ça sera très efficace, peut-être que ça me fera tuer au bout d'un scénario. Chant des morts, j'en ai beaucoup parlé quand je parlais de Jim Culver. Un soutien qui coûte 2, niveau 2, ça occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort, un champ, 5 charges. Action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 de volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne est révélé durant cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Alors chez les mystiques, le sort de combat de référence, c'est le flétrissement. Le flétrissement, il coûte plus cher, il coûte 3 de mémoire. Il occupe un emplacement d'arcane, pareil. Il n'a que 3 charges au lieu de 5. Il donne pas plus 1 de volonté. Je parle de celui de niveau 0. Il donne pas plus 1 de volonté, mais il inflige toujours plus 1 dégât. Si vous piochez un jeton spécial, vous prenez une horreur. Là, vous avez plus 1 de volonté. De base, vous n'infligez qu'un seul dégât, et si vous révélez un symbole crâne, vous infligez plus de dégâts. Donc c'est beaucoup moins constant. La plupart du temps, ça va être 1 dégât, et de temps en temps, ça va être 3 dégâts. Dans une campagne, je pense que dans la plupart des campagnes, il doit y avoir 2 crânes, donc 2 jetons sur 15-16. Dans Carcosa, il y a 3 crânes, donc 3 jetons sur 16. Si on joue Jim Culver, on peut remplacer le signe des anciens, on peut considérer le signe des anciens par un crâne. Du coup, on passe à 4 crânes ou crânes potentiels sur 16. Donc même si vous jouez avec Jim Culver la campagne de Carcosa, une fois sur 4, vous infligez 3 dégâts. Et 3 fois sur 4, vous allez infliger qu'un dégât. Donc le potentiel max de la carte est bon, mais c'est dur d'être au potentiel max. C'est une carte qui va beaucoup jouer, c'est une carte qui va nécessiter de maîtriser un petit peu le sac du chaos, qui va nécessiter de sceller certains jetons pour augmenter la probabilité de piocher un crâne. Ça va être un deck dans lequel on va piocher plusieurs jetons et choisir celui qu'on souhaite, par exemple avec statue grotesque, par exemple avec Olive McBride, ou éventuellement on va aussi utiliser prémonition. Vous avez votre mystique qui est là pour faire du combat, il a un flétrissement, un chant des morts, vous voulez faire 3 dégâts à votre ennemi, vous aimeriez ne pas avoir à dépenser 2 charges de flétrissement, ça vous arrangerait de faire une seule attaque au chant des morts. Vous utilisez prémonition, vous révélez un pion, vous révélez un jeton du chaos. Si c'est l'échec automatique, vous faites un test dont l'échec n'a aucune conséquence. Si c'est un jeton, on va dire lambda, tant pis, vous utilisez un flétrissement et le 3e dégât, vous trouvez un moyen de le faire. Si c'est un crâne, vous dites, voilà, je joue le chant des morts, comme ça j'inflige les 3 dégâts. Alors j'entre pas plus dans les détails, Si vous voulez plus de détails sur la manipulation du sac de chaos par un mystique, vous regardez le redéballage de la boîte L'héritage de Dunwich avec les cartes mystiques où j'en parle dans le cas de l'utilisation de Jim Culver. Oups, carte survivance, un événement qui coûte 2, qui a 2 icônes de force, c'est pas négligeable. Chance, rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous attaquiez un ennemi engagé avec vous, infligez les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. Alors, cette carte-là, ça me fait un peu penser à Kina, que je vais vous rappeler plus tard. On est en train de combattre un ennemi et on va infliger les dégâts à un autre ennemi. Ça veut dire qu'il faut que dans le même lieu, il y ait 2 ennemis. C'est un truc qu'on évite en général. Donc là, j'essaie d'attaquer un ennemi engagé avec moi, je me rate mais de peu, et les dégâts que je devais infliger à cet ennemi, je les inflige à un autre ennemi dans mon lieu. Si c'est l'autre ennemi que je veux attaquer,
Si je suis engagé avec l'ennemi A, que je rate de peu mon attaque contre l'ennemi A, j'ai la possibilité de faire des dégâts à l'ennemi B. Sauf que si j'avais envie d'attaquer l'ennemi B, j'aurais attaqué l'ennemi B la plupart du temps. En général, quand je fais une action, j'essaie de la réussir. Donc je vais pas me dire c'est plus facile d'attaquer A que B, donc j'attaque A de sorte à faire les dégâts à B avec oups. D'autant plus que il faut échouer, mais de peu. Donc, moi je trouve qu'il y a pas de bonne situation pour jouer oups. Par contre, dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, il y a la version de niveau 2. Rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 3 ou moins pendant que vous attaquez un ennemi. Donc déjà la fenêtre d'utilisation s'agrandit. Infligez les dégâts de cette attaque à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi attaqué est engagé avec un autre investigateur, cette attaque n'inflige pas de dégâts à cet investigateur. Alors, ah oui, j'ai oublié. Déjà, j'oubliais un truc. Je disais la fenêtre d'utilisation est plus large. Avant c'était 2 ou moins, là c'est 3 ou moins. Ensuite, il n'y a pas besoin que l'ennemi qu'on attaque soit engagé avec nous. On inflige les dégâts à n'importe quel ennemi dans le lieu. Donc, éventuellement, l'ennemi qu'on attaquait. Donc, oups de niveau 2, ça peut être j'attaque l'ennemi, mince, j'ai raté avec une différence de 3 ou moins, ben c'est pas gênant, j'inflige quand même les dégâts que je comptais faire. Si vous mettez ça dans un survivant qui a accès à des cartes gardiens, par exemple, que je dise pas de bêtises, c'est William Yorick, je sais pas, vous tirez au fusil de chasse, non, c'est un mauvais exemple, le fusil de chasse, parce que l'écart influence les dégâts qu'on doit faire. Bon, disons, vous faites une attaque qui devra infliger beaucoup de dégâts. Vous avez rajouté un coup vicieux. Vous avez une attaque qui doit faire 3 dégâts. Vous ratez avec une différence de 3 ou moins, et ben vous dites j'inflige quand même mes 3 dégâts. Voilà, si l'ennemi attaqué est engagé avec un autre investigateur, cette attaque n'inflige pas de dégâts à cet investigateur. Donc, je continue mon exemple. Daisy Walker est engagé avec un ennemi. William Yorick attaque l'ennemi qui est engagé avec Daisy Walker et rate avec une différence de 3 ou moins. Normalement, quand on rate, on inflige les... Enfin, normalement, William Yorick devrait infliger les dégâts à Daisy Walker. Là, il joue oups, il inflige quand même les dégâts, et il n'inflige aucun des dégâts à Daisy Walker. Donc voilà, ça va être utile quand vous attaquez un ennemi qui est engagé avec quelqu'un d'autre, et du coup, il faudra que j'essaie de me creuser la tête, voir si c'est pas possible d'inclure ça, mais comme ça vaut 2 points d'expérience, c'est pas gagné. S'il n'y a pas possible de mettre ça dans un deck combattant non engagé dont je parlais dans mon redéballage des cartes gardiens de l'héritage de Dunwich. Vous avez votre combattant qui a une matraque de niveau 2, qui a un Springfield, qui a un fusil de chasse, qui va vouloir attaquer des ennemis qui ne sont pas engagés avec lui, voire qui sont engagés avec quelqu'un d'autre. Et s'il se rate de peu, eh ben, on joue oups, comme ça. Non, il ne s'est pas raté, et non, il n'a pas blessé l'investigateur qui est engagé. En plus, si, comment dire, quand vous faites votre test, mettons que la difficulté du test, c'est 3. Voilà, mettons que la difficulté du test, c'est 3. En l'occurrence, lors d'une attaque, la valeur de combat d'un ennemi, c'est 3. Si vous prenez un -4, -5, voire -8, enfin n'importe quoi sauf un échec automatique, votre valeur de compétence, si elle devait passer dans le négatif, elle s'arrête à 0. Difficulté de 3, vous avez 0, ça veut dire que vous avez raté avec une différence de 3. Du coup, vous pouvez jouer oups de niveau 2. Je pense, à vérifier quand même, mais si je dis pas de bêtises, oups de niveau 2, ça marche sur tous les ennemis dont la valeur de combat n'est pas supérieure à 3. Alors je rappelle, je comparais ça à Akina, voilà ce que je disais, Akina de niveau 1, quand un ennemi vous attaque, blablabla, au lieu de subir les dégâts, infligez-les à un autre ennemi. Et Akina de niveau 3, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina, infligez... Hein, au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu, y compris l'ennemi attaquant. Donc que ça soit oups, que ça soit Akina, la carte de niveau le plus bas, c'est j'essaie de m'occuper de A, ça part sur B.
que ce soit les dégâts que moi j'inflige ou les dégâts que je devrais recevoir. Et de niveau le plus élevé, c'est ce qui vient de A ou ce que je devrais infliger à A, je l'inflige ou je l'inflige à qui je veux, y compris éventuellement A. Voilà. Alors, extincteur, c'est un soutien qui coûte 2, qui est de niveau 1. Objet outil corps à corps, ça occupe un emplacement de main. Combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque. Ou pour une action, bannissez l'extincteur. Alors bannir, c'est je retire la carte de mon deck de manière définitive et entre la fin de... Enfin, après ce scénario-là, il faudra que je remette mon deck aux normes. Si je dois avoir 30 cartes et que maintenant j'en ai plus que 29, il faut que je rajoute une 30e carte. Si je veux remettre l'extincteur dans mon deck, il faudra que je repaie un point d'expérience. Voilà. Donc en gros, c'est une carte à usage unique. Bannissez l'extincteur, échappez à, vous gagnez plus 3 d'agilité pour ce test. En cas de réussite, échappez également à chaque ennemi engagé avec vous. Donc si vous êtes englué, on va dire, vous faites une évasion avec un plus 3. Bon, vous êtes un survivant, il y a beaucoup de survivants qui ont une assez bonne caractéristique. Ou un ND de mémoire, elle a 4. Donc là, elle se donne plus 3, elle a 7. C'est-à-dire qu'elle va réussir normalement contre tous les ennemis qui ont 4 ou moins. Voilà, donc vous échappez à un ennemi. Vous essayez d'échapper à un ennemi avec plus 3 d'agilité. Si vous réussissez, vous échappez à chaque autre ennemi. Donc évidemment, vous allez essayer d'échapper à celui pour lequel c'est le plus simple. Mettons que dans votre jeu, vous avez 3 ennemis qui ont des valeurs d'agilité de 2, 3 et 4. Vous dites, j'essaie d'échapper à celui qui a une valeur d'agilité de 3 en bannissant l'extincteur. Je me donne plus 3. De base, j'avais 3. 3 plus 3, 6. Lui, il a 2. Je pioche un jeton en mode normal. Il n'y a que l'échec automatique ou éventuellement un jeton spécial qui me donnera moins 5 qui me font rater. Non, j'ai réussi. J'échappe à celui qui a une valeur d'agilité de 2, celui qui a une valeur d'agilité de 3, celui qui a une valeur d'agilité de 4. Je leur ai échappé à tous. J'utilise une action, je sors du lieu. Pendant la phase des ennemis, ils seront pas redressés. Phase d'entretien, ils se redressent, mais moi je suis plus dans le lieu et maintenant je me débrouille pour qu'ils me rattrapent plus. Voilà. C'est une carte de situation d'urgence. C'est pareil, ça dépend de votre état d'esprit. Soit vous vous dites il faut parer, aux problèmes éventuels, soit vous vous dites non, moi je fais un deck qui construit, pas un deck qui essaie de limiter la casse. Un peu comme, comment ça s'appelle déjà ? On se reverra en enfer, je crois que ça s'appelle la carte gardien, qui dit tous les ennemis non élites engagés avec vous sont vaincus, vous êtes vaincus et vous prenez un traumatisme physique. Il y a des gens qui disent moi j'inclus pas ça parce que c'est une carte qui fait perdre le scénario, c'est une carte qui est utile que lorsqu'on est vraiment en galère, moi je me débrouille pour pas être en galère. Je suppose du coup que c'est une carte qui va plus servir à difficulté élevée. Vous jouez en expert, vous avez du mal à combattre les ennemis, ils vont peut-être s'accumuler, là vous donnez un plus 3. Alors certes, dans votre sac du chaos, vous avez un jeton moins 8, oui, c'est le risque, mais voilà, vous vous dites, à ce mode de difficulté-là, je préfère perdre un point d'expérience, consommer un point d'expérience par scénario pour racheter l'extincteur plutôt que prendre le risque d'être vaincu dès le deuxième scénario. Alors, fusée de détresse, ça coûte 2, c'est de niveau 1, un événement tactique. Choisissez une option, combattre, vous gagnez plus 3 force et infligez plus de dégâts pour cette attaque, bannissez la fusée de détresse. Cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Ensuite, bannissez la fusée de détresse, mélangez le deck concerné. Bon, encore une carte à bannir. Alors, combat avec plus 3 en force et infliger plus de dégâts, ça peut être bien. Ça peut... plus 3 dégâts d'un coup. Alors, comme c'est l'action combattre, comme l'action combattre est sur la carte, évidemment, on ne peut pas cumuler avec autre chose. Mais c'est toujours cumulable avec de la défausse de cartes pour se donner des bonus de force, c'est cumulable avec des compétences. Ça peut être un moyen de faire beaucoup de dégâts contre le dernier ennemi à vaincre dans un scénario. Voilà, et la deuxième option, chercher un soutien lié parmi les 9 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur. Comme
Comme je le disais avec la carte travail d'équipe, je suis un peu dubitatif. Vous jouez en équipe, chaque joueur a des alliés dans son deck qui sont conçus pour le deck, qui interagissent bien avec les autres cartes. Là, le survivant, il dira à un autre joueur, tiens, je vais te voler un allié qui est dans les 9 cartes du dessus de ton deck. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de situations où ça sera très efficace. Et éventuellement, si un joueur est sur le point de mourir, on lui dit, de toute façon, tu vas pas tenir, donc on va utiliser ton allié super fort à ta place. Éventuellement, si le survivant est sur le point de se faire tuer, qu'il a besoin de quelque chose pour encaisser les dégâts et les horreurs à sa place. Éventuellement, si vous êtes un pro de la construction de deck, peut-être que vous avez tout prévu. Je sais pas, vous dites, le gardien il met Frère Xavier dans son deck même si c'est trop cher pour lui. Le survivant il met Fusée de détresse. À chaque scénario, le survivant bannit la fusée de détresse pour aller chercher Frère Xavier qui pose en jeu parce que c'est le survivant qui a besoin de Frère Xavier. Enfin, Frère Xavier ou un autre soutien, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite. Mais bon, je trouve que ça commence à faire un peu usine à gaz. Je suis pas convaincu. Ah oui, intéressant. Si aucun allié n'est trouvé lors de la recherche, l'effet n'est pas complètement résolu, donc vous n'avez pas à bannir Fusée de détresse. Donc, c'est quand même bon à savoir. Vous dites à notre investigateur, je cherche un soutien allié parmi les 9 cartes, je regarde, il n'y en a aucun. Je ne peux pas le mettre j'en trouve pas, donc je peux pas le mettre en jeu, du coup, le ensuite ne s'applique pas, donc ma carte n'est pas bannie. Par contre, je mélange quand même le deck. Alors, carte neutre. Pipe, un soutien qui coûte 1. Objet, utilisation 3 provisions. Action rapide, dépenser une provision, incliner la pipe. Action rapide, dépenser une provision, incliner la pipe et subissez un dégât, soignez une horreur. Donc voilà, si vous avez un investigateur qui est très sensible aux horreurs, mais moins sensible aux dégâts, vous lui infligez des dégâts pour lui soigner ses horreurs, vous pouvez faire ça 3 fois, ça vous coûte aucune action, à part l'action pour poser la carte, et vous pouvez recharger la pipe avec n'importe quelle carte qui pose des provisions, par exemple la contrebande, par exemple l'aventurier il me semble, certaines planques, pas la planque de niveau 0, mais des planques de niveau plus élevé. Faut voir investigateur par investigateur. A noter, dans un deck Calvin, vous lui infligez des dégâts, donc vous boostez sa force et son agilité. Évidemment, les dégâts que vous subissez, éventuellement vous les mettez sur un soutien. Alors, analgésique, vous inversez dégâts et horreur par rapport à la pipe. Voilà, donc même chose, si vous êtes très sensible aux dégâts mais peu sensible aux horreurs. Même chose, ça peut être utilisable dans un deck Calvin pour booster sa volonté et son intelligence. Donc éventuellement, si vous voulez faire un Calvin qui enquête, vous voulez qu'il subisse des horreurs pour que son intelligence monte. Si vous voulez un Calvin qui combat, vous voulez qu'il se prenne beaucoup de dégâts, vous choisissez la carte qui vous convient. A noter, ça c'est pratique pour Agnès. Vous lui infligez une horreur, ce qui lui permet d'infliger un dégât à un ennemi, et elle se soigne d'un dégât. Et comme c'est une action rapide, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Bon, un petit récapitulatif. Soin d'urgence, c'est du soin. Moi, je soigne assez peu mes investigateurs, sauf si je sais qu'ils ont déjà encaissé beaucoup de dégâts, ou que c'est un investigateur spécial, typiquement Mark Carrigan. Soigner un flic en patrouille de niveau 2, par contre, ça m'intéresse plus, parce que moins de dégâts sur un flic en patrouille niveau 2, ça va être 2 occasions de faire un dégât sans test sur un ennemi. Frère Xavier, plus 1 de volonté, ça peut être intéressant pour Caroline Fern. La possibilité d'encaisser les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans le lieu. Tiens, j'y avais pas pensé. En duo avec Calvin, on lui a fait subir plein de dégâts et d'horreurs pour qu'il soit 4-4, 4-4, voire 5-5-5-5. Il peut plus rien encaisser. On reste avec lui,
dans son lieu, on a frère Xavier. Si Calvin se prend des dégâts, on dit ah non, c'est frère Xavier qui le prend. Et quand il est vaincu 2 dégâts à un ennemi dans le lieu, ça peut être l'occasion de finir un ennemi. N'importe quel ennemi, pas non élite, il n'y a pas de test. Voilà, on rate une attaque, on se prend la riposte, on inflige à frère Xavier, il est vaincu et on tue le monstre. Bon, pratique. J'ai un plan, c'est une très bonne solution de combat pour les chercheurs. On combat avec l'intelligence, en généralisant une bonne intelligence. On inflige plus un dégât par indice, jusqu'à 4 dégâts. Voilà, c'est très bon. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'on fait un deck chercheur qui va fréquemment combattre? Ou alors c'est pour un deck qui inclut des cartes chercheurs sans être chercheur, je sais pas, Finn voulait que de temps en temps il combatte, comme il est très bon en enquête, il va avoir des indices, si à un moment il est obligé de combattre, il sort j'ai un plan. Éclaireur, c'est une super solution de déplacement, j'adore, chaque fois que je peux le mettre, je le mets. Contrebande, ça coûte cher pour doubler les pions munitions provisions sur un soutien. Munitions, ça va être que pour les les armes spéciales, pour un 45 automatique, pour un Colt 32 ou 36, je sais plus, c'est trop cher. Les pions provisions, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je sais pas, il faudrait que ça soit vraiment quelque chose de très bien, par exemple le soin avec des provisions de pas de niveau 0, de niveau élevé, qui soignent d'un coup un dégât, une horreur. Ouais, ça peut être utile, mais est-ce que vous aurez besoin de vous soigner autant? Adaptable, sur le papier c'est génial, mais moi j'en ai jamais l'utilité. Je me suis déjà adapté avant de mettre la carte adaptable dans mon deck. Creusez trop profondément, vous prenez un petit risque pour avoir un point d'expérience en plus. Ça dépend si vous avez le goût du risque ou pas. Si ça se trouve, la carte que vous piochez pour gagner un XP de plus, elle vous fera prendre un traumatisme. Chant des morts, c'est bien si on pioche un crâne pendant qu'on l'utilise, sinon c'est quelconque. Il y a juste les charges qui sont intéressantes. Oups, de niveau 0, c'est pas intéressant. Il faut avoir 2 ennemis dans son lieu, être engagé avec un, rater son attaque, ça permet d'infliger des galottes. Non, c'est trop usine à gaz. Extincteur, plutôt à des niveaux de difficulté élevés. On est en galère, quand on préfère fuir plutôt que perdre. Bon, en normal, je suis pas convaincu. Fusée de détresse, comme solution de combat, oui, solution de combat de fin de scénario. Vous donnez plus 3 en force, plus de dégâts, ok. Et chercher un soutien allié, alors là, faudrait vraiment jouer en équipe, s'entendre avec les autres joueurs, de sorte à ce que le soutien allié dont on a besoin, il soit dans un autre deck. Bon, pareil, un peu usine à gaz. Pipe analgésique, c'est très bien. On se prend un dégât pour soigner une horreur ou vice versa, c'est bien. Faut évidemment... évidemment, selon l'investigateur, on voudra une pipe, mais on n'aura pas intérêt à avoir l'analgésique, ou l'inverse. Bon, voilà, j'espère que la vidéo était pas trop longue, j'espère qu'elle était assez détaillée. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour le prochain pack, qui est donc l'Express du comté des sexes. Voilà. Allez, bonne soirée, au revoir.